Donc, je vais démarrer la présentation. Je vais partager avec vous. Je m'appelle Philippe Abelli. Mon rôle, c'est consultante indépendante. Un groupe de consultants qui s'appelle Campaign Collective. Je suis facilitatrice. Je travaille pour faire les ponts entre différents comités et pour changer notre dialogue climatique vers la bonne ligne droite. Paulo, est-ce que vous voulez allumer votre caméra et vous présenter peut-être? Et voilà, voilà, il va guider, orienter les questions, les réponses. Il va partager les informations aussi avec vous. Nous travaillons avec Lina Salas et le CLOA soutient le projet Fuel Nature Climate Dialogue. Et aussi Juliette, Anna Alvarado aussi. Ces briefings sont organisés par les grandes lignes, l'équipe Fuel Nature Climate Dialogue et Tinta aussi. Merci pour l'interprétation, Tinta, aujourd'hui, et aussi pour le département technique qui fait partie de ces ateliers. Ces projets, c'est pour développer pour les peuples autochtones, communautés locales et les communautés afrodescendantes. Ils utilisent notre objectif, c'est pour aligner la conscience politique avec les priorités des peuples autochtones et communautés locales. Donc, on fait des briefings en ligne, du partage de matériel comme aujourd'hui, concernant les sujets clés et les événements climatiques. Nous savons que nous sommes proches de la COP 30 en novembre, donc on va faire une série de briefings dans la prochaine semaine. Intelligence artificielle, droits des peuples autochtones, ainsi un briefing qui va se focaliser sur les négociations de la COP 30 avant le début. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est à propos le changement, l'évolution du paysage financier des peuples autochtones et communautés locales. J'ai effectué une présentation concernant ce qui change dans ce contexte et je vais parler du financement climat. Nous sommes ravis d'avoir ici Déborah de Clarify. Moi et Déborah, nous sommes en conversation à propos du travail de Clarify et d'autres tâches qui mettent en évidence les peuples autochtones et communautés locales dans cette route vers la COP 30. Après, nous allons parler des routes pour les financements et de quoi s'agit le programme, quels sont les fonds qui sont liés pour les peuples autochtones et communautés locales, les communautés afro-descendantes. Et enfin, nous allons parler du financement à COP 30. Comment ces soucis seront présents à la COP 30. Et on va terminer avec des questions et réponses. Donc, les besoins en matière de financement pour le climat et la nature sont énormes. Nous sommes dans un modèle économique qui est basé en industrie extractive. Nous savons que non seulement pour la pollution, mais cela crée la destruction des modes de vie. Donc, si nous continuons de cette façon, on va mettre en risque toute la vie. Donc, lorsqu'on parle de changement, transport, environnement, industrie, et le mode que nous utilisons et concevons les terrains fonciers. Et ça, c'est un très, très grand enjeu. Donc, cela implique un grand changement d'infrastructure. C'est un enjeu qui va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Nous savons que si nous soutenons la nature, biodiversité, c'est l'une des moyens plus effectifs pour mitiger le changement climatique. Toutefois, il y a un sous-financement dans ces domaines, lorsqu'on parle de financement du climat et la nature. Donc, si vous pouvez avancer.
concernant la quantité de l'argent que nous parlons. Juste pour vous donner une perspective. COP29, il y a eu des négociations qui s'appellent NCEJ et les pays développés, ils ont trouvé un accord que jusqu'à 2025, ils vont donner 300 billions de dollars par an pour soutenir les pays en développement. Cette année, lors de la COP30, donc plus grand que le NCKG, il a fait de route à Berlin parce que 300 billions de dollars, c'est insuffisant. Et cet accord, c'était très compliqué de franchir et c'était vraiment dernière minute. Mais beaucoup de pays en développement, ils pensent que c'est une chiffre qui n'est pas respectueuse. Ça ne correspond pas à ce qu'ils ont besoin pour la transition économique. Donc, la feuille de route pour Belém, de Bakou à Belém, nous avons besoin de 1,3 milliard de dollars jusqu'à 2025, de 2035, dans toutes les différentes ressources du monde. Toutefois, si vous demandez les experts, ils vont dire que, bon, la quantité que nous avons pour faire cette géante transition, c'est 8 trillions de dollars par an, cette transition. Nous parlons des quantités géantes. Il y a des grands concernements que les pays ne sont pas capables de mobiliser ces chiffres. Et ça, c'est la principale barrière pour une ambition climatique plus importante. Normalement, pour les pays en développement qui n'ont pas de ressources pour faire cette transition, la transition énergétique, ils disent. Comment nous pouvons avoir des plans ambitieux si on n'a pas assez d'argent? Prochaine diapo, s'il vous plaît, Axel. Donc oui, il y a beaucoup d'argent dans le monde, mais la circulation n'est pas, ce n'est pas idéal pour la nature et le climat. Donc, il faudra avoir une réforme institutionnelle. Comment nous pouvons changer la circulation et comment l'argent circule dans le monde? Une réforme des impôts. Nous parlons d'augmenter la quantité que les banques qui doivent en changement pour faire en sorte qu'ils ne font pas les discriminations contre les pays en développement. Cela a aussi besoin de changer. Peut-être restructuration de la dette, les politiques et procédures, c'est-à-dire plus de transparence, plus juste et plus aligné avec les objectifs du climat et la nature. Je parle de cela pour donner une vue d'ensemble des réformes dans la situation financière internationale, mais cet argent n'est pas spécifiquement ciblé pour les PACL et les communautés afrodescendantes. Toutefois, si nous pouvons mettre plus d'argent pour les initiatives vertes pour le climat et la nature, nous pouvons réduire certaines pressions qui rendent la vie plus difficile pour ces communautés. Nous parlons de la destruction écologique et des droits fonciers, par exemple. Donc, je pense que maintenant, c'est important de faire la distinction entre les finances, qui est basée sur les dettes, c'est-à-dire prêter l'argent aux gens, ou bien les financements, c'est-à-dire l'argent que vous recevez de la banque et vous ne devez pas payer. Donc, nous allons parler du financement pour les PACL. Donc, avancez, Axel, s'il vous plaît. Donc, historiquement, de ces quantités financières, moins de pourcent des financements consacrés au climat et à la nature ont bénéficié aux communautés autochtones et locales. Ça, c'est une quantité très, très petite. Donc, tous ces flux que nous avons parlé, qui est vraiment versé aux gens sur le sol.
Et souvent, les fonds sont indirects, c'est-à-dire ils ne sont pas versés directement aux communautés. Ils sont à court terme, imprévisibles et ils ne correspondent pas à la priorité que les peuples autochtones et communautés locales. Donc, cet argent qui est versé certaines années et cela ne correspond pas aux priorités des communautés qui vivent sur le sol. Le webinaire d'aujourd'hui, nous allons parler des sources de financement international qui sont spécifiquement destinées aux peuples autochtones et communautés locales et les communautés afrodescendantes. Et la dimension de cela, si vous pensez 300 billions de dollars pour le SCKG, 1,3 trillion, bon, nous parlons de plusieurs millions pour très, très peu de quantité de dollars chacun. C'est une petite portion, en fait. Ça pour ne pas dire que c'est très, très important. Il y a des raisons. Avancez, s'il vous plaît. Pensez-vous que, est-ce que vous êtes positif avec les changements dans cet contexte de financement mondial? Grâce à vos plaidoyers des peuples autochtones et les communautés locales, les alliés, tout au long de beaucoup, beaucoup d'années, depuis 92 et la Convention de Rio, ce contexte du financement change petit à petit. Donc, je souhaite souligner 4 points qui sont très importants ici. Le premier, le régime foncier comme fondement. Je pense que c'est quelque chose que les communautés ont parlé depuis quelques ans, mais à Glasgow, lors de la COP26 en 2021, c'était le point focal pour les peuples autochtones et communautés locales. Et je pense que là a aidé à transformer la narrative et la mentalité. Sans cela, il n'y a pas possible d'avoir des actions durables. Donc, je veux juste rajouter une phrase de Juan Carlos Intia de la GTC. Si vous pouvez avancer, Axel. Si nous voulons maintenir l'objectif 1,5 à portée de main ou établir un lien entre le climat et la biodiversité, nous avons besoin que les peuples autochtones et les communautés locales disposent des droits fonciers solides. C'est ainsi que nous rendrons la COP 29 efficace et les trillions de dollars alloués pour les crises climatiques, que ce soit effectif. Donc, les droits fonciers, la propriété des terrains, c'est important. Deuxième thème, l'accent mis sur le financement direct. Ça devient un point clé des dialogues. Lorsque un bailleur de fonds souhaite aider les PACL et une structure qui va en train d'émerger, c'est pas juste une question d'argent, c'est plutôt comment, quel est le processus lequel l'argent sera versé aux communautés. Et j'en suis sûr que Deborah parlera de cela beaucoup plus. Voici un événement, d'accord, passé. Ici, vous avez un exemple d'une initiative qui a été conduite l'année dernière sur, autant pour moi. Le troisième thème dont je voudrais parler ici, c'est l'accroissement ou le plus grand nombre. On a davantage de fonds destinés aux activités génératrices de revenus conduites par des autochtones. Ces fonds sont partagés par les communautés et c'est l'autre côté de la pièce et l'envers du décor par rapport au financement direct, financement climat direct. Si on procède par le financement climat direct, les communautés autochtones peuvent le mettre, le mettre à profit et cela se fait de manière alignée avec leurs priorités et leurs besoins.
Cela veut dire quoi? Que nous devons comprendre comment est-ce que l'argent doit se mouvoir s'il veut être efficace. Je voudrais ici rendre hommage à la plateforme Shandia qui a été créée et qui est très efficace. Le quatrième thème dont je vais parler ici, c'est le renforcement du focus sur la bioéconomie des autochtones. Si les autochtones peuvent contrôler les financements qui leur sont octroyés et ainsi devenir des acteurs économiques, cela serait bien mieux. Ils ont donc, dans cette veine, nommé des représentants qui portent leur voix à Londres. La lueur d'espoir que je voudrais relever ici, c'est que les PACL doivent passer du statut de bénéficiaire des financements, qui est souvent la manière dont ils sont perçus, et on leur attribue souvent un rôle passif. Les PACL et les communautés afrodescendantes deviennent en réalité les personnes qui définissent le paysage du financement. Ils veulent être impliqués dans la mise à profit de ces financements et ils veulent que ces financements soient mis à profit selon leurs propres termes. Je voudrais à présent présenter Deborah Sanchez de Clarify. Elle est la directrice de l'initiative Clarify pour qu'elle puisse expliquer le point de vue de Clarify concernant les droits des communautés et la conservation de la nature. Clarify est conduit par Right and Conservation et Deborah va revenir brièvement sur ce que nous avons partagé jusqu'ici, présenter l'approche de Clarify et nous aurons des questions à votre attention. Merci. Philippa, je suis très heureuse d'être ici. Je vous salue de la côte est de du Honduras. Euh, je travaille au sein de ma communauté euh, et c'est très intéressant de voir de voir tout ce qui a été présenté par Philippa. C'est important de savoir où est-ce que nous nous trouvons parce que nous savons que nous nous trouvons nous nous trouvons dans un monde qui est différent de celui dans lequel nous étions l'année dernière. Et je voudrais revenir sur la quintessence des négociations, quelle est la feuille de route qui a été conçue, quels sont les engagements qui sont sur la table, qui sont en cours de négociation. Je pense que c'est très important parce que nous sommes en train de concevoir l'agenda de Belém et cela va nous permettre de savoir exactement comment est-ce que nous nous positionnons à l'heure actuelle. Et je voudrais également revenir sur les priorités thématiques qui sont importantes pour nous. euh, Quels sont les sujets et quelles sont les opportunités de plaidoyer que nous avons. J'ai ce message que je voudrais partager autour de la définition du paysage du financement. Euh, les financements qui ont vocation à développer les PAC. Cela nous ramène à l'importance du rôle des PAC dans la définition du paysage des financements. Oui, tout à fait. Euh, Apparemment, Déborah, les gens se plaignent qu'ils n'arrivent pas à vous entendre. Peut-être que on peut fermer le partage d'écran. Ça facilitera peut-être. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? J'ai l'impression que votre son est un peu plus fort.
Déborah, peut-être que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'il c'est toujours un peu difficile de vous entendre, ou alors vous vous rapprochez du microphone. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous pourriez revenir sur le rôle de Clarify et le rôle que vous jouez dans la conception de l'agenda finance de la COP30? Alors, pour ce qui est de Clarify, comme Philippe l'a dit, nous sommes un mécanisme de financement international. Euh, c'est, et l'idée, notre outil de financement est conçu à l'attention des PACL et des communautés afrodescendantes. Donc, l'idée est pour nous de pouvoir venir en aide à toute une coalition qui regroupe plus de 200 organisations. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous procédons au financement direct des organisations et des communautés. Nous avons commencé avec la phase pilote en 2022 et nous sommes en train de passer à l'identification des bonnes pratiques, des leçons apprises et nous nous sommes rapprochés d'autres bailleurs de fonds, d'autres mécanismes pour comprendre quels sont les défis, quels sont les obstacles au niveau pratique. Donc, ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est de financer plus de 1300 projets. Certains d'entre eux sont même déjà terminés. Nous suivons des lignes directrices émises par les gouvernements. Mais les organisations, les communautés sont celles qui définissent leurs priorités par rapport aux aspects sur lesquels il faut orienter les financements. Donc, lorsque vous voyez les communautés prendre les décisions par rapport à l'allocation des fonds en fonction des activités, du timing, et que dans cette conversation, on peut également parler de deux outils. On peut également parler de deux outils qui nous permettent d'entendre les organisations, les communautés, pour comprendre pourquoi elles ont besoin de l'argent. Nous avons donc créé une page Internet où les PACL et les communautés afrodescendantes peuvent partager leurs besoins, leur portfolio et voir le portfolio de Clarify. Nous avons également créé un groupe WhatsApp parce que nous savons qu'au niveau des communautés, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir accès à un téléphone qu'à un ordinateur. Donc, ils peuvent nous envoyer des audios, des photos, des vidéos et nous pouvons de cette manière interagir activement avec les communautés et avoir une bonne compréhension des aspects sur lesquels il convient d'orienter les financements. Et je pense que les communautés sont également rassurées de voir que nous savons à quoi sert l'argent qu'on leur envoie, que nous comprenons pourquoi ils en ont besoin. Ça les rassure et je pense que l'accompagnement que l'on peut leur donner, c'est au niveau technique. Je pense que à l'heure actuelle, nous devons essayer de devenir des partenaires clés pour ces communautés. Clarify veut être un partenaire clé. Nous voulons en faire autant que les mécanismes de financement qui sont créés pour les organisations. Mais pour ce faire, il convient de définir clairement le rôle que nous voulons jouer. Et pour définir ce rôle, nous devons savoir en quoi est-ce que les communautés ont besoin de nous. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez le sentiment que les autres bailleurs de fonds font la même chose? Est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige vers un changement de culture du financement? Philippe, je dirais absolument.
Oui, j'ai pris part au Forum des Nations Unies pour les populations autochtones et la plupart des bailleurs de fonds étaient en mode écoute. Ils écoutaient les échanges, ils essayaient d'avoir des conversations avec les leaders communautaires, avec les communautés. Cela s'est passé également lors de la semaine de climat, la semaine du climat à Londres. Donc, je pense que beaucoup de bailleurs de fonds beaucoup de bailleurs de fonds sont passés en mode écoute, comme je le disais, hein. Et comme je le disais, nous travaillons sur la meilleure manière de faciliter l'accès au financement. Nous partageons les bonnes pratiques et je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire en ce moment. Oui, très bien. Alors, quels sont les défis auxquels vous faites face et les préoccupations et les éléments qui vous préoccupent pour l'avenir? Euh, L'année dernière, on a vu les États-Unis se retirer en matière de financement et ça a créé beaucoup de remous. Donc, je voulais savoir quelles sont vos préoccupations pour l'avenir. Euh, Avec la foi, on peut faire beaucoup de choses, mais nous devons prendre part au processus. Pour moi, c'est la plus grosse préoccupation. Nous pouvons avoir des financements, nous pouvons faire, nous pouvons avoir énormément de belles initiatives et je suis très reconnaissante de voir qu'en réalité, beaucoup de ces initiatives engagent les PAC au niveau du leadership. On n'avait pas ça par le passé, mais là, on voit que euh, les bailleurs de fonds engagent les PAC au cours des premières étapes de leadership. C'est un énorme pas en avant. Mais je suis également préoccupée parce que nous, en tant que PAC, nous avons été mis sur le côté. C'est nous qui concevons les mécanismes de financement. C'est nous qui concevons les lignes directrices. C'est nous qui disons comment est-ce que cet argent doit être acheminé, qui déterminons les manières selon lesquelles les PAC doivent recevoir cet argent. Nous mettons en lumière les thématiques prioritaires. Mais nous devons investir dans cette infrastructure pour que ces financements puissent être acheminés directement sur le terrain. Et nous devons permettre à l'argent de circuler au sein de cette infrastructure. Donc, pour moi, la plus grosse préoccupation, c'est de réaliser que nous n'avons pas la capacité de le faire. Nous avons, une fois que nous aurons, je veux dire, la perfection n'est pas de ce fait, n'est pas de ce monde. Nous sommes dans un apprentissage continu et nous sommes très engagés à faire ce qu'il y a à voir, mais ma principale préoccupation, c'est que nous nous sommes beaucoup impliqués avec les gouvernements, et bien, nous nous sommes retrouvés dans une COP où beaucoup d'engagements ont été pris, mais aucune feuille de route concernant notre implication directe n'a été conçue. Je pense que c'est le moment idéal pour remettre sur le tapis l'engagement renouvelé. Nous allons en parler un peu plus en détail dans la prochaine session du webinaire, mais si vous voulez dire quelque chose à ce sujet, vous avez la parole. Oui, le message pour la COP30, ça doit être accès direct au financement, présenter les recommandations sur la table que nous avons parlé, les apprentissages que nous avons pu voir. Donc, nous sommes concernés une seule campagne avec Internet Facility et aussi la GATC parce que je pense que en convergence, nous savons que les voix des des gens sur le sol sera élevée pour continuer les activités, les changements dans les communautés. Les changements sont géants, donc nous devons vraiment faire le maximum pour soutenir les communautés parce qu'ils ont montré leur résilience. Ça fait des années qu'ils luttent. Donc, en solidarité, nous devons vraiment soutenir.
de main en main avec toutes ces communautés. Donc, si vous croyez vraiment en les communautés, si vous pensez qu'ils ont la réponse, qu'ils peuvent faire les actions pour apporter des bénéfices pour tout le monde, donc allez-y, donnez de l'argent, montrez-nous. A-t-il quelque chose que vous souhaitez mettre en évidence, des actions que vous souhaitez avoir du plus, des comportements, quelque chose de plus? Bon, je pense que si tout le monde peut s'affilier à cette pledge, ramenez vos voix, parce que cette campagne est ouverte. C'est quelque chose qui implique la vie de tout le monde, le travail de beaucoup de gens, la reconnaissance du travail de beaucoup de gens qui sont sur le sol. Donc, je fais l'appel à tout le monde pour faire partie de cette campagne et partager vos expériences, partager votre sagesse, parce que dans ce monde, le mieux qu'on peut faire, c'est le partage des connaissances pour qu'on puisse mieux construire une meilleure structure, un monde meilleur. C'est pourquoi je motive tout le monde à partager des expériences. Serez-vous à Belém COP30? Et si c'est le cas, où est-ce que nous pouvons vous trouver? Bon, on compte venir avec nos collègues de RRI. Bien évidemment, je partagerai sur les réseaux sociaux les contacts, les événements. Tout sera disponible, donc oui. Et bien évidemment, les informations, contacts, nous avons un site internet où vous pouvez nous contacter, qu'on puisse mieux parler. Et je serai ravi de vous entendre, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deborah restera ici. À la fin de cet atelier, il y aura des questions. Bon, je reviens au diapo. Nous avons partagé beaucoup d'informations. Donc, je vais juste donner un petit instant pour faire une pause, pour réfléchir un peu. Si vous souhaitez partager, bon, voilà, elle va mettre le lien sur le chat. Et peut-être, s'il y a plus d'informations que vous souhaitez savoir, ou bien quelque chose que vous avez appris aujourd'hui, quelque chose qui est une source d'espoir pour le progrès, pour la circulation des flux, des financements, bon, allez-y, dites-moi. OK, donc on va avancer. Les voies spécifiques pour les financements pour les PACL et les comités afrodescendants. Le premier que je souhaite vous présenter, c'est Facilité Tropical Forest Forever. J'en suis sûr que vous avez déjà entendu. Ça a été, depuis la COP28, c'est quelque chose que ça parle, mais maintenant ça prend forme et ça sera annoncé par le gouvernement brésilien à la COP30. La motivation de cet mécanisme, c'est comment nous pouvons payer les gens et les pays qui préservent les forêts tropicales. Donc l'enjeu, c'est que une forêt tropicale dans notre économie modèle, elle a beaucoup plus de valeur. Donc c'est une situation de crise pour les communautés qui habitent et dépendent des forêts et pour la santé écologique de notre planète. Donc là, le gouvernement brésilien, c'est de créer une source de revenus et ces pays et pour les peuples qui sont en train de défendre. Donc l'idée, c'est de voir l'approche d'investissement. Donc, il prend en compte le capital des sponsors du gouvernement du Nord
ils essayent de rassembler 25 milliards de dollars. Bon, ils sont sûrs que l'investisseur du secteur privé dans des obligations à faible risque, 100 milliards de dollars, c'est-à-dire des investissements à long terme. Ils prennent cet argent, après ils vont investir dans des activités à plus haut risque que notre des économies émergentes. Les intérêts qui gagnent en faisant cela, c'est un moyen de payer les investisseurs. Et oui, ça serait aussi versé pour les pays de forêts tropicaux, 4 dollars par hectare. Donc, c'est disponible en plusieurs nations. Le fonds entier devait financer quelque chose comme 4 milliards de dollars par an. 4 dollars par hectare, pardon. Donc, voici une structure. Donc, il y a l'argent de la part des sponsors. Cela catalyse l'investissement du secteur privé 4 fois plus. Tout cet argent est investi dans des activités de haut risque qui va générer un intérêt. Et après, l'intérêt revient pour payer l'investisseur du début. Et la moitié revient pour le marché d'investissement et les sponsors. L'autre moitié va pour les gouvernements des pays de forêts tropicaux. Et si pour les gardiens des forêts, c'est-à-dire les PACL et les communautés afrodescendantes. Et cela a été validé qu'au moins 20% de ce qui est payé va pour les PACL. Donc, si le total qui a été payé pour les financeurs 4 dollars par hectare, les PACL et les communautés afrodescendantes, ils peuvent recevoir 80 centimes par hectare. Donc, les PACL sont importants pour la direction forêt tropicale. Donc, ils ont partagé leur troisième note conceptuelle, les droits fonciers des PACL sont mieux reconnus dans ces modèles. Donc, au-delà de recevoir 20% des fonds versés, maintenant, ça a été validé. Cet argent peut être versé directement aux communautés et pas à travers les gouvernements nationaux. Et ça, c'est important si les communautés sont en bonne relation avec les gouvernements nationaux. Ou bien peut-être c'est mieux qu'être dans une position où les gouvernements les préjudiquent. Bon, il y a certitude que les PACL auront un rôle permanent dans la gouvernance des fonds, non seulement pour la Confédération, mais ils auront un rôle permanent. Ils ont aussi rassuré qu'il y a des restrictions strictes en matière d'investissement. Donc, rien qui peut motiver la déforestation. En simultané, même les activités qui suscitent l'exploitation de pétrole. La consultation des communautés a aidé à renforcer comment faire le suivi de la déforestation. Donc, si les communautés commencent à perdre les forêts, ils seront punis. Donc, ils vont recevoir peu d'argent ou même pas d'argent en fonction du niveau de réforestation. Donc, la surveillance doit être encore analysée, mais c'est le mécanisme, le TFFF, le mécanisme de réclamation. Comment cela est considéré? Comment cela est effectué? Je peux dire, le TFFF ne va pas remplacer le REDD+. Les comités vont bénéficier pour éviter la réforestation.
Ça, cela en complément. Cela va prendre encore 5 ans en temps le triple F sera fonctionnel, c'est-à-dire 2030. Donc, il y a encore du temps pour comprendre comment plusieurs détails vont fonctionner. Nous allons créer un briefing concernant T-Triple-F. Donc, ça serait utile d'entendre si vous avez des questions concrètes concernant ces sujets. Des problèmes pris. Ça, c'était un point important parce que c'était jamais vu avant. Mais ce n'était pas seulement pour canaliser l'argent pour euh, les Palestiniens. Comme Deborah a souligné, l'apprentissage des communautés, comment financer ce genre d'initiatives de façon efficace. Donc pour eux, c'est un point de tournure lors des 4, 5 dernières années pour mieux comprendre comment faire ce mécanisme fonctionnel. Avec cela, le financement direct aux communautés a augmenté chaque an. Donc le dernier rapport pour 2023, 10% du financement a été directement versé à des communautés. Le rapport 2024-2025 va sortir pendant ces mois, je crois que ce sera pendant la semaine climatique. Ces pledges approchent fin, l'argent a été déjà dépensé, donc c'est le moment de parler d'un nouveau pledge. Et c'est cela que Deborah commentait. Renouveler l'engagement. Nous voulons 2 campagnes. Est-ce que vous pouvez avancer? Bon, les détails sont encore en train d'être confirmés, mais ça sera lancé lors de la COP30. Va mettre en évidence l'augmentation du financement direct au PACL et aux territoriaux, la conservation, avec une gouvernance transparente et responsable. C'est-à-dire, nous pouvons avoir plus de détails où l'argent est dépensé, qui bénéficie et comment l'argent fait son trajet. Donc, je vous encourage, si vous n'avez toujours pas visité ces sites, ils sont écrits sur le chat. Nous avons de très bonnes ressources qui nous disent les- le parcours des financements directs comme moi et Deborah, nous avons souligné aujourd'hui. Donc, euh, connecté avec le pledge, donc vous pouvez avancer avant. Il y a, il y a le compromis intergouvernemental, l'an Etienne. Bon, financement, c'est un accord politique des gouvernements qui est en complément du pledge. Les gouvernements pour signer et reconnaître des hectares de terrain pour des PACL et ces droits fonciers. Et le compromis, c'est aussi pour renforcer le processus de gouvernance. Donc, certifier que c'est plus facile pour les comités de sécuriser leur terrain pour des décennies. Alors, cette information nous vient du secrétariat qui a été créé à Glasgow en 2021 et cette initiative est conduite par le Brésil, le Pérou et la Norvège avec d'autres gouvernements. Cela a également été lancé lors de la COP 30.
Alors, il ne s'agira pas d'un fonds ouvert, mais les fonds auront vocation à accompagner la reconnaissance des, des droits fonciers pour les autochtones et sera mis en relation avec l'engagement. Bien évidemment, des fonds additionnels peuvent être ajoutés à l'engagement. Et nous espérons procéder à un briefing, pouvoir vous faire un briefing là-dessus plus tard dans l'année. Donc, n'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et un sujet sur lequel vous aimeriez échanger avec les gouvernements. Je voulais également parler ici du fonds Cali. Il s'agit en effet d'un des fonds dont vous avez entendu parler. Vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé avec ce fonds. C'est un fonds qui a été créé l'année dernière lors de la COP 16 à Cali, qui était la COP sur la Convention de la biodiversité. Et l'objectif de ce fonds est d'accompagner les communautés afin qu'elles puissent bénéficier des données du séquençage génétique et qu'elles puissent partager les avantages ou recevoir les avantages de manière équitable de ce qu'elles produisent. Donc, cela fonctionne un peu comme un impôt. En tout cas, c'est pas encore très clair, mais quoi qu'il en soit, la moitié des ressources de ce fonds sont allouées au PACL euh, selon les priorités qu'ils auront eux-mêmes identifiées. Donc, les communautés peuvent elles-mêmes dire, voilà comment nous aimerions dépenser cet argent pour préserver la vie sur Terre. Euh, le secteur de l'industrie n'entendait pas la création de ce fonds de la même oreille. Donc, il s'agit d'un engagement volontaire. Donc, on ne peut pas contraindre les entreprises à y souscrire. Elles y souscrivent la base du volontariat. Il est possible qu'avec le temps, d'autres impôts sur les pratiques détruisant la nature puissent être appliqués. À présent, je voudrais parler de deux fonds internationaux qui existent depuis un moment, mais qui n'ont pas un fort engagement avec les PACL ou aux côtés des PACL. Et je vais expliquer un peu pourquoi. Je voudrais commencer par parler du GEF. Il s'agit d'un instrument de financement qui a été créé par la Convention sur la biodiversité. Donc, ils ont un groupe de conseillers pour les communautés autochtones, mais leur engagement aux côtés des PACL ne s'est fait qu'au moyen de programmes assez petits. Ils n'attribuent ils n'allouent des financements que de maximum 75 000 livres sterling. Donc, c'est pas énormément d'argent. Plus récemment, ils ont lancé l'initiative de conservation inclusive avec Conservation International et ils ont à cet effet mis à disposition 14,5 millions de dollars à des actions de conservation autodéterminées de la part des communautés autochtones et des populations autochtones et des communautés locales. Il s'agit donc d'une source potentielle
pour financer les petits projets et qui a depuis longtemps travaillé aux côtés des PAC en les considérant essentiellement comme des bénéficiaires et non comme des acteurs. Je voudrais également revenir sur le Fonds vert climat. Il s'agit du plus grand bailleur de fonds en matière de financement climatique. Il mobilise des milliards de dollars et cet argent est acheminé de manière générale vers les projets verts. Le travail que font le Fonds vert climat et le GEF, c'est qu'ils accordent des accréditations mais par exemple, pour le GEF, la question du foncier est l'un des aspects qui leur permet d'accorder des accréditations. Ils ont également le Fonds vert climat dispose d'une politique à l'attention des populations autochtones qui explique de quelle manière ils voudraient travailler avec les PACL. Donc, ce document regorge de lignes directrices fortes, mais en réalité, la manière dont cela est mis en pratique ne répond pas toujours aux standards auxquels ce document aspire. Je voulais parler du travail de Tepteba aux Philippines. Le travail qu'ils font dans le cadre du Fonds vert climat, ils mettent sur pied des barrières qui empêchent, ils font tomber les barrières qui empêchent les PACL d'avoir accès au financement auquel ils ont droit dans le cadre du Fonds vert climat. Euh, ils assistent les organisations à se préparer pour postuler pour certains projets. Et ce dont ils ont besoin à présent, c'est de créer une fenêtre pour les autochtones, une fenêtre qui puisse créer des mécanismes faits sur mesure pour le contexte autochtone, qui va faciliter leur accès au financement, leur permettre de concevoir des projets en bonne et due forme. Je vous propose de jeter un coup d'œil, je vous encourage à jeter un coup d'œil à cette page Internet, la page Internet de TEPTEBA. Très bien. Donc, voilà un peu les éléments que nous voulions présenter. C'est très important pour nous de savoir si ces informations vous sont utiles. Est-ce que vous estimez qu'il y en a suffisamment, pas assez? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? N'hésitez pas à partager vos commentaires dans le chat ou dans le question-réponse. Nous allons à présent passer à la dernière section de notre webinaire du jour et nous allons parler donc de la COP 30 qui va se dérouler à Belém dans la région amazonique du Brésil. Donc, l'agenda de la COP 30 de cette année intègre la plupart des éléments clés propres au COP. Ce qu'il faut savoir, c'est que la COP est un processus et c'est un processus. Et chaque fois que nous nous retrouvons, ça nous permet d'évaluer le suivi et de voir le travail qui a été réalisé sur l'année écoulée. Et les agendas sont souvent justement conçus à cet effet. Par exemple, ça va nous permettre de voir
à quel aspect est-ce que le gouvernement brésilien alloue le plus de financement? Est-ce que c'est à l'atténuation, à l'adaptation, aux moyens de mise en œuvre? Quand on parle de moyens de mise en œuvre, on parle de ce qui est nécessaire pour mettre les fonds à profit, la transition, la, la main-d'œuvre, comment est-ce qu'on peut prendre soin de la main-d'œuvre, leur accorder des logements, etc. Euh, alors, on a le GST, les résultats du GST qui s'est tenu pour la première fois à Dubaï et qui nous permet de savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à notre objectif de réduction du réchauffement climatique à 3%. Euh, Est-ce que on peut diminuer l'utilisation des carburants fossiles, accroître l'utilisation de l'énergie renouvelable, son efficacité et entraver la déforestation? Et cela doit figurer bien évidemment à l'agenda dans la mesure où sans financement, on ne peut rien faire de tout ça. Les pays développés peuvent dire, les pays en voie de développement peuvent dire lors de ces rencontres, voilà, nous faisons face à des difficultés pour telle ou telle raison. Euh, nous peuvent remettre en question les ambitions qu'on leur demande d'avoir par rapport au financement dont ils disposent. Et pour ce qui est de la justice, donc toutes ces discussions sont entremêlées avec des questions de financement. Mais vous allez entendre parler de certaines des préoccupations majeures cette année, notamment la feuille de route à Belém, euh, qui a vocation à déterminer la manière de mobiliser 1,3 trillion pour le financement climat. La feuille de route de Bakou à Belém a été adoptée l'année dernière et le président du Brésil a organisé des rencontres à cet effet. La Tropical Forest Forever va prendre part à ces activités. L'autre problème dont vous avez certainement entendu parler, ce sont les contributions. La COP30 est la date limite pour tous les pays pour soumettre leurs contributions. Donc, quel est leur budget carbone? Quels sont leurs objectifs d'émission et comment est-ce qu'elles vont pouvoir atteindre ces objectifs? Donc, bien évidemment, il s'agit certainement euh, d'un temps fort et nous attendons le retour de la Chine, etc., qu'ils soumettent leurs NDCs le plus tôt possible. La présidence doit mettre ensemble les NDC. Est-ce que nous sommes proches d'arriver à l'objectif en pensant que si les pays ne montrent pas les résultats ou bien si les plans ne sont pas alignés, eh bien, ça sera très, très compliqué la tâche et même décevante. Et encore, le financement est aligné avec cela parce que sans le financement disponible, c'est compliqué pour les pays pour avoir une ambition qui correspond à la nécessité. Comment vous pouvez être impliqué lors de la COP et où ces choses auront lieu? Je veux mettre en évidence que la COP
C'est comme en oignon, il y a tellement de liaisons. Et vous allez voir que lorsque vous dépensez du temps dans cet environnement, les négociations sont la base de la COP, mais elles ne sont pas les seules choses qui auront lieu. Il y a l'action agenda, c'est concernant les, les acteurs des industries qui vont en convergence pour augmenter les ambitions. Et ça, c'est une partie très importante des dialogues lors de la COP. Vous avez les pavillons, les événements parallèles, les soucis comme les financements directs sont de très haute importance lors de ces événements parallèles, notamment avec les PACL. Après, vous avez la zone verte, c'est le centre d'expérience principal de la COP, où il y aura une très, très grande quantité de peuples autochtones présentés. Je pense que la zone verte, elle sera vraiment active pour certains de ces débats. Il y aura des mobilisations dans les rues, il y aura beaucoup de mouvements, il y aura aux alentours de 4 ou 5 000 peuples autochtones en novembre à Belém. Donc, il y aura des moments où les gens vont se rassembler, non seulement à Belém, mais à Rio, à São Paulo, pour effectuer leur remédication. Après, il y a des conversations, des médias, des campagnes, donc tout le monde peut faire partie. Donc, il y a plusieurs plateformes là, de cette COP, plusieurs configurations où c'est les dialogues et le plaidoyer sera effectué. Donc, c'est important de savoir où est-ce que votre espace sera et comment vous pouvez connecter avec les plateformes. Bon, si vous ne pouvez pas être partie de la négociation, il ne faut pas lâcher. Il y a beaucoup d'autres moyens où vous pouvez être impliqué. Concernant influencer l'agenda, Déborah a cité que nous avons inclus sur le chat comment s'inscrire et voir le pledge que nous souhaitons. Donc, vous pouvez voir ces deux liens ici. Il y a un plaidoyer de campagne très importante organisée par Garbi à Pive au Brésil pour les PACL du monde. De ANSA, la réponse est non. Le non. Bon, mon portugais n'est pas bon, j'essaie de traduire. Mais en français, c'est la réponse est non. Ou vous pouvez voir plus d'informations, comment ils organisent dans leur site internet. Concernant sur le sol, il y a l'Assemblée générale de l'ONU, la semaine climatique de New York, ça sera en septembre, et ça sera un endroit pour de grands annoncements pour la société civile, l'advocatie, les peuples autochtones, communautés locales, pour les gouvernements nationaux. Et après, en réunion très importante de plusieurs différentes campagnes, qui ça sera au couple du peuple, ça sera au milieu de la COP. Donc, ça sera du 10 au 21 novembre, du 12 au 16 novembre, à l'Université de Para, le sommet du peuple. Vous pouvez voir quel est l'agenda et les sujets qui cela vous conviendra sur le site internet. Donc, je veux juste vous montrer que la réponse est nous, la campagne que j'ai commentée. Donc, maintenant, session question-réponse. Donc, maintenant, sur le chat, je suis désolé que je n'ai pas pouvoir toutes les questions pendant que je parle de présenter, mais si vous souhaitez poser des questions, s'il vous plaît. Donc, quel est le rôle? Bon, Déborah, si vous voulez répondre à cette question, et après.
Bon, je pense que tout est connecté et nous sommes en train d'apprendre. Je pense que faire le pont, les sagesses traditionnelles, les sciences et comment le financement fait la structure, c'est comment nous devons avancer. Il faut faire aussi la reconnaissance que il y a des éléments que nous ne pouvons pas faire le suivi. Donc, cela fait partie aussi du processus. Et tout cela nous rebondit à qu'est-ce que c'est important pour les communautés? Qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il faut aussi prendre en compte les sauvegardes. Donc, si je vous montre ma connaissance, en même temps, il a responsabilité pour sauvegarder ses connaissances pour tout le monde et pour les communautés. Donc, je pense que les deux moyens, il y a aussi la responsabilité aussi pour ceux qui reçoivent la sagesse et le sauvegarde qui va être garantie concernant la sagesse traditionnelle et parce que cela est suivi et apporte les bénéfices pour les communautés. Tout à fait. Je pense que ça peut être un processus stratégique de prendre la connaissance des communautés ou bien demander aux gens de répondre à des questionnaires ou bien fournir des études de cas pour d'autres pour utiliser dans des contextes différents qui pourraient avoir des bénéfices. Comme simultané partager la sagesse traditionnelle parce qu'il est vraiment positif. Je pense que cela peut améliorer la relation avec le lien avec les langues et comment vous prenez soin de la nature. Bon, moi, une fois, j'ai fait un projet, il y a quelques ans, à vérifier les mots qui n'existent pas et expressent la demande de la relation avec la nature. Et comment le processus la couple, UNFCCC, nous avons compris que nous perdons énormément lorsque nous seulement mettons en évidence l'anglais pour parler des relations des gens qui sont autour du monde. Donc, je pense que c'est un sujet de très d'importance. Bon, cela a dessiné des langues traditionnelles autochtones. C'est un sujet compliqué de certifier que, et cette affaire est vraiment mise en accent. Bon, le soutien financier, par exemple, pour les régimes fonciers, et il y a aussi cette question de TFF. Ouais, des questions concernant le TFF, le risque d'effectuer des investissements de grand haut risque, prendre le capital et après prendre des risques des activités, notamment des économies émergentes. Je n'ai pas la connaissance pour savoir si cela est fiable. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler, mais les gens qui ont plus de capital, ils ne donnent pas, ce n'est pas donné, hein. Ils veulent vraiment être certifiés que c'est un bon investissement dans leur poche. Mais je pense que oui, il y a un risque réel. Bien sûr, ça c'est pour toute communauté qui doivent réfléchir, mais les paiements ne seront pas comme attendu. Il y a une clause, il y a une structure dans le TFF. Si le paiement doit être réduit ou même arrêté, c'est une possibilité. Si le fonds ne correspond pas à les attentes en termes de quantité. Et ça aussi, il faut souligner que ce n'est pas dans un contrôle de quelqu'un en particulier. Donc, bien sûr, il y en a des risques. Ma compréhension, c'est la suivante. Le sauvegarde, c'est que le mécanisme d'investissement, la déforestation
Mais lorsque vous commencez à voir les chaînes et la complexité pour la traçabilité, nous voyons que cela n'a pas de lien avec la déforestation. Donc, c'est un sujet complexe. Je pense que ces genres de mesures doivent être analysées pour les PACL. Ils sont là pour certifier que le grand standard est respecté. Deborah, vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que ces liens sont déjà pris en compte. Ces communautés qui n'ont pas une bonne relation avec leur gouvernement, ils pensent déjà à des alternatives. Avec cette entité globale qui sera intermédiaire pour ces fonds, pour certaines communautés, je pense que c'est une opportunité qu'ils essaient de voir comment cela sera désigné. Mais peut-être, Philippa, nous voyons beaucoup de gens qui demandent, je pense que ça serait très intéressant pour avoir cette conversation concernant le T-Triple-F que vous en pensez. Je pense qu'il y a beaucoup que nous devons débrouiller. Il y a beaucoup de complexité, c'est-à-dire pour la phase de co-construction. Je pense que c'est bien d'avoir des alternatives parce qu'il y a cette croyance que la relation n'est pas la meilleure avec leur propre gouvernement. Bon, il y a des gens qui ne souhaitent pas faire partie de cette FP qui nous vont prendre en compte cette situation. Quelqu'un qui est ici dans cet appel souhaite parler, quelqu'un qui peut-être ne fait pas partie de ces orientations. Je vois aussi une question d'Alberto de Pérou concernant la participation des peuples autochtones lors des COP. Oui, je serais d'accord, oui. Définitivement pas assez lors des COP précédentes. Je pense que le Brésil essaye de tourner la page et établir une nouvelle barrière pour la COP, une nouvelle cible. Comme vous savez, Sonia Guajajara, ministre des peuples autochtones, c'est l'une des initiatives présidentielles et en partie, c'est pour avoir plus d'accréditation pour les peuples autochtones qui puissent faire partie du processus de la COP, tout comme renforcer les caucus autochtones, des plateformes des PACL, UNFCCC. Ma compréhension, le Brésil propose 500 peuples autochtones auront l'accréditation pour la zone bleue. Et le reste, s'ils ne sont pas enregistrés et s'ils ne sont pas des entités, ils doivent parler avec leur pays, leur gouvernement pour être rajoutés au ce qu'on appelle le overflow. Bien évidemment, comme nous avons dit, ce n'est pas quelque chose de donné pour tout le monde arriver à franchir cela. Un autre élément pour parler du Brésil, et après je te passe des bras. Le Brésil est en train de former des négociateurs jeunes à travers le programme Conari Coutu. Ils font, ça fait déjà 6 mois, un an, donc ce sont des jeunes personnes qui viennent des communautés autochtones qui ont été formées dans le processus UNFCCC pour qu'ils puissent mieux représenter leurs priorités et l'intérêt de leurs personnes. Et je pense que cela a un très grand héritage parce que avant de s'engager dans ce processus, et je pense que cela peut résulter une action politique. Merci Philippa. Juste pour transformer un petit peu, j'ai une question à travers quelle situation de finances peut être abordée à Belém. Nous devons être en plaidoyer chaque situation qui a besoin de financement pour être implémentée. Et combien de ces quantités sera versées pour les PACL et comités afrodescendants.
Donc, c'est notre objectif pour influencer tout le monde, tous les éléments de l'agenda. Un élément important, lorsque nous voyons tous ces compromis, voici ce que ça sera demandé au peuple autochtone comme communauté local. Comme vous avez commenté, les instruments de financement financier pour, pour l'univers sont ce que nous avons besoin d'un travail actif pour développer les moyens pour un financement direct. Par exemple, le travail GCF. Donc, ce travail, c'est juste en début. Donc, même si nous sommes là, si nous changeons l'agenda, si nous faisons les négociations, nous avons encore, nous devons encore faire face à cette partie d'implémentation. Est-ce qu'ils sont bien structurés pour les faciliter? Est-ce qu'ils ont besoin d'accréditation? Et les infrastructures que nous avons créées ne sont pas certifiées. Donc, ma compréhension. Nous sommes au début de travail. Nous devons encore inclure lors des agendas le financement direct. Ça, c'est le point d'accent pour plus d'actions qui doit être développé. Je pense que j'ai espoir pour les prochaines étapes. C'est un plaidoyer dont les PAC parlent depuis très longtemps. Certains de ces problèmes remontent à 1992 et depuis lors, nous n'avons cessé d'évoluer dans la résolution de ces problèmes. Je suis désolée, nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions, mais nous allons passer en revue toutes les questions qui ont été postées dans le chat et dans le question-réponse. Je pense que nous allons à présent revenir sur la dernière diapositive qui résume un peu toutes les photos. Avant que la fin du webinaire ne sonne, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran afin de nous aider à améliorer la qualité de nos webinaires, de garantir ou de s'assurer qu'ils soient toujours plus intéressants pour vous, plus pertinents pour vous. Je vois beaucoup de commentaires sur le TFFF. Euh, donc, nous avons donc créé une diapositive pour le briefing d'aujourd'hui et un court document qui est disponible dans notre Google Drive. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes avant la fin de ce webinaire pour partager votre retour. Je sais que si vous quittez la conversation, ce sera difficile de revenir sur ce feedback. Donc, veuillez le faire avant de partir. Merci en particulier à Déborah. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et euh, de partager avec nous ton expérience, toujours bien structurée, si pertinente, en rapport avec le travail continu que vous faites euh, dans le cadre de votre mécanisme de financement et de voir comment ces financements peuvent profiter directement aux communautés. Merci beaucoup pour votre travail au sein de l'initiative Clarify. Merci Philippa, merci à tous, merci Pali. Merci à tous pour votre attention, votre engagement. Merci Paola d'avoir rejoint le chat et merci à nos interprètes de Tinta d'avoir permis que ce webinaire soit accessible
au plus grand nombre. Merci à tous et au revoir.